Concours d'accès à l'ENSA pour l'année 2018. L'exercice numéro 1. On étudie la trajectoire de centre d'inertie d'un ballon de basket-ball de diamètre 25 cm lancé par un joueur. On ne tiendra compte ni de la résistance de l'air, ni de la rotation éventuelle du ballon. Le lancer est effectué vers le haut. On lâche le ballon lorsque son centre d'inertie est en A. Sa vitesse initiale est représentée par un vecteur V0, faisant un angle alpha avec l'horizontale. Donc on prendra l'accélération de la pesanteur terrestre G0 est égal à 10, et on a HA, on a HC, on a D, et on a D'. Donc la question 21, la vitesse initiale que doit acquérir le ballon tout en conservant le même angle de lancement, afin que son centre d'inertie passe exactement au centre du cercle du panier de centre C. Donc quelle est la valeur de V0 pour que le ballon vienne ici, au centre. Donc voici le croquis. Donc on lance le ballon à partir du point A. On veut que le ballon tombe au point C. Donc puisque les résistances de l'air sont négligeables, ainsi que le frottement, ainsi que la rotation du ballon et tout ça, donc ce qui reste, c'est tout simplement le poids, P. Donc on applique le principe fondamental de la dynamique, on a P est égal à M à G. Donc maintenant, en faisant une projection sur l'axe des X et sur l'axe des Y, donc sur l'axe des X, il n'y a pas de force, c'est-à-dire égal à 0, et sur l'axe des Y, donc on a ici moins P, parce qu'il a de sens inverse à Y. Donc on a donc la première intégration dans la constante ici Vx, et ça nous donne moins G de T, plus une constante V de Y. Donc V de X, on la calcule, donc V de X, c'est la projection de V0 sur l'axe des X, c'est V0 cosinus θ, et Vy, c'est V0 sinus θ. Donc on remplace ici, donc on aura deux équations. Donc, on se point ici, le A, l'abscisse c'est 0, et l'ordonnée c'est HA. C'est-à-dire que x0 il est égal à 0 et y0 est égal à HA. Donc on a cette équation pour la première, et ça c'est pour la deuxième. Donc maintenant, puisqu'on connaît θ, elle est égale à 45 degrés, donc cosinus, on connaît cosinus et sinus, c'est-à-dire est égal à racine de 2 sur 2. Donc on a x de t, elle est égale à cette valeur. Donc on chasse le t, donc t est égal à ceci divisé par celle-là. Donc on a cette expression ici. Donc pour t, puisqu'on connaît x de c qui est égal à d, et on connaît d, il est égal à 6. Donc on trouve le t. Donc puisqu'on connaît le t, tout simplement donc on va la remplacer dans y de t. Au point C, on a y, elle est égale à h de c. Donc on remplace y de c par h de c qui est égal à 3,05. Donc on a tout ça. Donc ça, tout simplement, ce qui est inconnu, c'est V0. Donc on remplace G, on remplace tout. Donc on va trouver que V0, elle est égale à 6 racine de 2 mètres par seconde. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse
juste. La question 22, en conservant toujours le même angle de lancement, c'est-à-dire alpha égale à 45, et la même vitesse initiale, c'est-à-dire cette valeur qu'on vient de trouver. Déterminer la vitesse du centre d'inertie du ballon lorsqu'elle passe exactement au centre C du cercle du panier. Donc, on a V de x et là, cette expression ici. Donc, ceci nous donne, donc lorsqu'on remplace V0 par 6 racine de 2 et cosinus de 45 par racine de 2 sur 2, on va trouver qu'il est égal à 6 mètres par seconde. Donc ça, c'est Vx. Donc calculons V de y. On a V de y est égal à cette expression ici. Donc lorsqu'on remplace t par sa valeur, et V0 par sa valeur, on va trouver que V de y est égal à moins 4. C'est-à-dire au point C, alors V carré de C est égal à Vx au carré plus Vy au carré, c'est-à-dire que V de C est égal à racine carrée. Donc la racine carrée de ce terme-là, elle donne 7,2 mètres par seconde. Donc Vc, elle est égale à 7,2 mètres par seconde. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc on conserve toujours le même angle de lancement et la même vitesse V0. Un défenseur BD placé entre l'attaquant et le panneau de basket à la distance d'un lanceur saute verticalement pour intercepter le ballon. L'extrémité de sa main se trouve en B à l'altitude HB, la hauteur minimale HB de l'attaquant pour qu'il puisse toucher le ballon du bout des doigts est plus proche de quelle valeur? Donc, on a le x de t, on a le t. Maintenant, x de t, c'est-à-dire c'est pas égal à d, parce qu'il y a un déplacement, c'est-à-dire que l'attaquant, il vient ici. Donc, t, il est égal à racine de 2, x de t, v0. Donc, il est égal à x de t sur 6, lorsqu'on va remplacer v0 par 6 racine de 2. Donc, ça, c'est t. On a y de t, il est égal à cette expression ici. Maintenant, on va essayer de remplacer t par sa valeur. Donc, on aura la trajectoire et là, cette relation ici. Donc, x de t, elle est égale à d'. Et y de t donc est égal à h de b plus nr, car il y a, d'après l'énoncé, donc, saute verticalement pour intercepter le ballon. Donc, l'extrémité de sa main se trouve en B à l'altitude HB. Donc, à partir de HB, il y a le ballon qui s'ajoute. C'est-à-dire qu'elle va toucher le ballon avec ses doigts. C'est-à-dire qu'il faut ajouter ce qu'on appelle le rayon du ballon. Donc, HB plus R. Et le rayon du ballon H et le rayon du ballon R
elle est égale à 12,5 10 moins 2. Donc ce qu'on veut, c'est h de b. Donc on va remplacer cette terme ici. Donc on va trouver que h de b minimal, elle est de l'ordre de 3,67 mètres par seconde. Donc il faut cocher la réponse B. L'exercice 2. Un mobile M de masse 150 grammes supposé ponctuel pour glisser le long d'une piste A, B, C, dont la forme est donnée par la figure ci-après. Le mouvement a lieu dans un plan vertical. Donc, la partie curviline est un quart de cercle de rayon R égale à 1 mètre, parfaitement lisse, de telle sorte que les forces de frottement y sont négligeables. Le mobile M est lancé en A avec une vitesse VA égale à 2 mètres par seconde verticale et dirigé vers le bas. Elle est repérée à l'instant T par l'angle θ. Donc la question 24, la vitesse du mobile M lorsqu'il arrive en B. Donc voici le croquis. Donc le mobile, elle est lancée à partir de A et elle se dirige vers B. Donc la vitesse, on a VA, ça c'est VA. Donc, elle est toujours tangente trajectoire. Et lorsqu'elle arrive en B, elle est, ça c'est VA et VB. Donc ça c'est VA et ça c'est VB. Elle est toujours tangente à trajectoire circulaire. Donc puisque les frottements sont négligeables, donc on a l'énergie mécanique en A, elle est égale à l'énergie mécanique en B, c'est-à-dire il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique en A,
c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle ainsi que l'énergie mécanique en B. Donc en A, on a la vitesse et on a l'altitude, puisque ça c'est le référentiel de l'énergie potentielle. Donc à ce point-là, l'énergie potentielle est égale à 0. Donc pour le point B, donc l'énergie potentielle est égale à 0 et l'énergie cinétique elle est égale à 1 demi mvb au carré. Donc tout simplement, donc on simplifie par m et on aura donc vb est égal à cette expression ici. Donc ce calcul fait donne vb elle est égale à 2 racine de 6 mètres par seconde. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. Donc la question 25, par application de la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique au point M, un mouvement par rapport au repère fixe cartésien d'origine O, donc qu'on suppose qu'il est galiléen, et en projetant l'équation vectorielle obtenue dans la base de Frenet, c'est-à-dire c'est le repère qui tourne, déterminer la force de réaction F piste le mobile. De la piste sur le mobile en M et on déduire celle en B. La valeur de cette force de réaction en B vaut. Donc voici le croquis. Donc puisque les forces de frottement sont négligeables, donc on n'a que le poids ici. Donc le poids, elle fait un angle θ ici. Donc il y a une projection selon l'axe N et selon l'axe T, puisque ça c'est le repère de Fresnel. Donc ça c'est tangentiel et ça c'est normal. Donc le principe fondamental de la dynamique, ou bien la deuxième loi, il nous dit que F plus P, elle est égale à MHG. Donc en projetant cette équation sur les T et sur N. Donc sur N, puisque la force elle est ici, donc on a F moins mg cosinus θ, elle est égale à mvb au carré sur r. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération centripète, ou bien l'accélération centrale. À partir de cette équation-là, on tire f de b. Donc f de b est égal à ceci. Donc on va mettre m en facteur. Donc on a θ, lorsqu'il arrive en b, alors θ il est égal à 0. Ce point ici, θ égale à 0, c'est-à-dire cosinus de θ est égal à 1. Donc, tout simplement, on va remplacer, on va trouver que f de b, elle est égale à 5,1. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc, la portion BC est rectiligne et rigoureuse, c'est-à-dire il y a des frottements. Et vaut L est égal à 2 mètres. On assimilera les forces de frottement à une force unique, F constante et opposée au mouvement, donc de sens inverse. Donc la question 26, sachant que la vitesse en C, V de C est égale à 2 mètres par seconde. Donc la valeur de la force de frottement sur la portion BC. Donc on veut la force de frottement sur la portion BC. On connaît la vitesse en B, on connaît la vitesse en C. Donc le travail des forces de frottement est égal à la variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire que le travail de R plus le travail de poids est égal à delta EC. Donc le travail de R, c'est tout simplement c'est le travail de la force F plus le travail de la force N, car R ici, il subdivise en deux forces. Donc R
La réaction, voici B, voici C. Donc la réaction, elle a dans ce sens, puisque BC, elle est rigoureux. Donc, on projette ici. Donc ça, c'est F. Et ça, c'est N. Et ça, c'est un angle. Ça, cet angle-là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est tout simplement, on met tangente phi, elle est égale à F sur N. Ça s'appelle le coefficient de frottement. Donc, c'est égal à 1K. Donc, le travail de R, c'est le travail de F plus le travail de N. Donc, le travail de N, elle est égal à 0 car il est perpendiculaire au déplacement. Le travail de P, elle est égal à 0 car il est perpendiculaire au déplacement. Donc, et le travail de F, elle est de sens contraire. Donc, ceci, il est égal à 1 demi MVC au carré moins 1 demi MVB au carré. Donc, puisque ça, il est égal à 0, et le travail de F est égal à moins FL, donc on aura cette expression-là est égale à cette expression ici. Donc, on tire le F. Donc, F, il est égal à 0,75 newtons, donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. L'exercice 3. Un biologiste veut mesurer le diamètre d'un fil d'araignée. Pour ce faire, il se dispose dans le faisceau d'un laser hélium-néon de longueur d'onde lambda égale 628 nanomètres et observe l'image de diffraction sur un écran placé à la distance D qui est égale à 1 mètre, sachant que la largeur angulaire de la tâche de diffraction est donnée par alpha est égal à lambda sur R, où R est le rayon de fil d'araignée, et que le biologiste mesure une tâche de longueur D égale à 1,4 cm sur l'écran. Donc on peut déterminer le diamètre du fil d'araignée. Elle est plus proche de quelle valeur ici? Donc le diamètre ici, c'est la fente. C'est la fente de la diffraction. Donc c'est la fente de diffraction ici. Donc, diffraction d'un fil d'araignée. Donc diamètre du fil. Donc on a alpha est égal à lambda sur R. Et on a ici, ça c'est alpha. Donc qui est égal à 2R. Donc ça c'est 2R. Puisque ça c'est le fil d'araignée. Donc ça c'est R, ça c'est R. Donc ça c'est 2R. Donc l'ouverture c'est alpha. Donc alpha c'est alpha sur 2, alpha sur 2. Donc tangente de alpha sur 2. Elle est égale à D sur 2 sur D. Car ici la tâche elle a pour largeur D. Donc cette partie-là, ça c'est D sur 2. Donc on aura donc tangente de alpha sur 2 est égal à D sur 2 sur D. Et tangente de alpha, puisqu'il est très petit, donc est égal à alpha sur 2. Donc ici, on a R, elle est égale à lambda sur alpha.
Donc R, elle est égale à lambda sur alpha, et alpha, elle est égale à D sur grand D. Donc on remplace ici. Donc on aura donc R, elle est égale à cette valeur ici. Donc ceci, elle est égale à peu près à 0,05 mm. Donc le diamètre, c'est 2 qui multiplié 0,05, c'est-à-dire 0,1 mm. Donc ici, le diamètre. Donc le diamètre, elle est égale à 0,1. C'est-à-dire, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question 28, cochez la bonne réponse. Parmi les 4 propositions ici, qui est la réponse qui vous apparaîtra qui est logique ou bien qui est exacte. Donc, réponse aux affirmations. Donc, A, les ondes lumineuses se propagent dans le vide, mais pas les ondes sonores. La diffraction et les interférences montrent la nature ondulatoire de la lumière. La fréquence ne dépend pas du milieu. La longueur d'onde dépend du milieu. La longueur d'onde des ondes lumineuses dépend du milieu. Donc, d'après ce qui est proposé, seul D qui répond à la question. En effet, on a le N, c'est-à-dire l'indice, elle est égale à C0 sur V, C0 sur V. C'est-à-dire V est égal à lambda sur T. Donc N, elle est égale à C0 sur lambda F, puisque 1 sur T est égal à F. Donc la longueur d'onde des ondes lumineuses dépend du milieu. Donc on voit que la longueur d'onde ici, lambda, elle dépend du milieu, c'est-à-dire elle dépend de N, puisque c'est 0, ça c'est constante. Et ça, puisque c'est une radiation, donc c'est une onde lumineuse, donc on connaît le F. Donc lambda, elle dépend de N. Donc il faut coucher la réponse D, qui est la réponse juste. L'exercice 4, un laser, toujours hélium-néon de puissance P est égal à 2 milliwatts, émet un faisceau lumineux monochromatique de longueur d'onde lambda 0 est égal à 630 nanomètres. Donc on donne la constante de Planck, on donne la vitesse de la lumière dans le vide. Donc la question 29, le nombre de photons transportés par ce faisceau en une seconde est plus proche de quelle valeur ici? Donc le nombre de photons transportés par le faisceau, on a P, la puissance elle est égale à NH nu, et nu il est égal à C0 sur lambda. H c'est la constante du Planck. Donc le N il est égal à P qui multiplie lambda sur H C0. Donc tout calcul fait nous donne 6,344 10 à la puissance 15. C'est-à-dire il est égal à 6, 10 à la puissance 6 qui multiplie 10 à la puissance 9. Et ça, c'est milliards. Et ça, 6 millions. Donc ça est égal à 6 millions de milliards.
par seconde. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. Un gramme d'une source radioactive d'uranium 238 a une activité de 12 200 becquerels. Le demi-vie de cet isotope est proche de quelle valeur? Donc on veut T1,5. Donc on a le nombre de noyaux, c'est la masse sur la masse molaire qui multiplie le nombre d'Avogadro. On va la multiplier par lambda. Donc on a l'activité CA est égale à lambda n, c'est-à-dire lambda qui multiplie ce terme ici. Et lambda elle est égale à ln de 2 sur T1,5. Donc on va remplacer lambda et n par leur valeur. On va trouver que A elle est égale à cette expression ici. Donc on chasse le T1,5. Donc T1,5 est égal à cette expression-là sur A. Donc on a tous les valeurs ici, donc tout calcul fait nous donne 0,046 10 à la puissance 9 années. Donc ceci, il est à peu près est égal à, puisque ça c'est à peu près négligeable, donc est égal à 10 à la puissance 9 années, c'est-à-dire est égal à 1 milliard d'années. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. L'exercice 5, le satellite Meteoasta est placé en orbite autour de la Terre à h égale 33 620 km d'altitude. En appliquant la deuxième loi de Newton au mouvement circulaire uniforme du satellite, on détermine la vitesse du satellite Vs par rapport au repère géocentrique de la Terre. Donc on donne G0, le R et tout ça. Donc la vitesse Vs du satellite vaut quelle valeur parmi les 4 propositions ici? Donc voici la Terre, voici le satellite. Donc ça c'est le rayon de la Terre, ça c'est l'altitude à partir de la surface de la Terre. Donc ça c'est la vitesse de gravitation. Donc on a P, le poids, elle est égale à la force de satellite. Et ceci, P, elle est égale à MAN. Et AN, elle est égale à V au carré. Donc ça, c'est l'accélération centripète. AN, elle est égale à V au carré sur la distance H plus RT. Donc, on aura donc M, donc P, c'est MGH, donc à l'altitude H. Elle est égale à mv au carré sur h plus rt. Donc on tire g de h. Et on a en même temps, donc la force de satellite, elle est donnée par g petit m, c'est-à-dire la masse du satellite qui multiplie la masse de la Terre sur la distance au carré. C'est-à-dire que cette expression ici, elle est encore égale à celle-là, puisque ça, elle est égale à ça. Donc on tire v au carré. Donc V est égal à racine carrée. Et MGH, on a MGH est égal à cette expression ici. Donc soit V est égal à cette expression ici. Donc, on va remplacer V par sa valeur et on simplifie. On va trouver que G de H est égal à cette expression ici. Donc on a V, on a GH. À la surface de la Terre, on a H égale à 0. C'est-à-dire que GH elle est égal à G0, qui est égal à 10 newtons par kilogramme.
qui est égal à G, la masse de la Terre, sur RT au carré, car H égale à 0. Donc, on va déduire GMT, il est égal à G0 RT au carré. On va la remplacer ici. D'où V, il est égal à cette expression ici. Donc, tout calcul fait nous donne V, elle est égale à 3190 mètres par seconde. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc, l'exercice 6, le sonar permet de déterminer la profondeur des fonds marins. Donc, il est constitué d'un émetteur et d'un récepteur. Le sonar étudié est fixé sur le fond d'un bateau. Le sonar émet des sons qui réfléchissent sur du lac. On admet qu'il s'agit d'une vitesse de vibration. Un capteur situé au niveau du sonar enregistre alors l'amplitude de l'onde résultante. Donc, pour la fréquence qui est égale à 1100 Hz, le capteur enregistre un maximum. Le maximum suivant est enregistré pour f' qui est égal à 1150 Hz. Donc, sachant que la célérité du son de l'eau, c'est 1500 mètres par seconde, donc la profondeur du lac vaut. Donc, on veut la profondeur du lac. Donc, voici le bateau. Donc, ça, c'est l'émetteur et ça, c'est le récepteur. Donc, ça, c'est 2D. C'est-à-dire que ça, c'est H et ça, c'est H. Donc, la distance pour intercepter l'onde émise, elle est égale à le double de la distance. Donc, on a delta F est égal à F' moins F est égal à 50 Hz. Et on a D est égal à V delta T. Donc, D est égal à 2H. Donc, la distance D est égale à 2H. T, elle est égale à 1 sur delta F. Et V, elle est égale à C de l'eau. Et delta T, elle est égale à T sur 1 sur delta F. D'où, on va remplacer D par 2H. On a, puisque la distance est égale à V fois T. Donc, 2H est égal à C. Et T est égal à 1 sur delta F. D'où H, elle est égale à C de l'eau sur 2 delta F. Donc, tout calcul fait donne H, elle est égale à 15 mètres. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc, ça, c'est D, c'est la distance aller-retour. Mais ce qu'on veut, c'est tout simplement dire la distance séparant le bateau, c'est-à-dire lorsqu'il a émis l'onde vers la partie où elle sera diffusée. L'exercice 7. Un circuit ciré comprend une bobine d'inductance L égale à 0,1 Henry, une résistance R et un condensateur de capacité C. Le schéma de l'oscillogramme de l'évolution au cours du temps de la tension aux bornes du condensateur, donc on donne la sensibilité horizontale et la sensibilité verticale. Donc la question 33, déterminer la fréquence F des oscillations électriques.
Donc, tout simplement, il faut calculer la période. Donc, la période ici, c'est cette distance ici. Donc, on a ici, on a deux carreaux. Donc, là, donc on a deux carreaux et on a ce qu'on appelle la sensibilité qui est horizontale, 0,1 millisecondes par division. Donc, on a deux divisions et donc on a deux divisions, il faut la multiplier par 0. Donc, on a deux divisions. Donc, on a deux divisions. Donc, le t il est égal à 0,1 millisecondes par division qui multiplie deux divisions, ça nous donne 0,2 millisecondes. Et la fréquence, c'est 1 sur t. Donc, il faut convertir ça en secondes. Donc, il faut multiplier par 10 moins 3. Donc, tout ce calcul fait nous donne F, elle est égale à 500 Hz. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 34, on admet que l'amortissement ne modifie pas sensiblement la fréquence des oscillations. Calculons la capacité du condensateur C. Donc, on a la fréquence. Elle est égale à 1 sur 2 pi racine de LC. Donc, on va enlever ça au carré et tout ça. Donc, ça, c'est facile. On va trouver C, puisqu'on connaît le L, le F. Donc, ceci nous donne 10 nanofarads. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc, la question 35, l'énergie dissipée par effet Joule entre l'instant du premier maximum et celui du second maximum. Donc, entre ça, c'est le premier maximum et ça, c'est le deuxième maximum. Donc, pour le premier maximum, donc la distance ici, c'est à peu près 3,8. Et ça, c'est à peu près 1,5. Donc ici, U1 est égal à 3,8 division qui multiplie par la sensibilité ici, qui est égale à 2 volts par division. Donc, il faut multiplier par 2. Donc, ça nous donne 7,6. Ici, on multiplie par 2, ça nous donne 3 volts. Donc, l'énergie dissipée est donnée par la différence entre. Donc, il faut tout simplement prendre E est égal à 1 demi C, U1 au carré moins U2 au carré. Donc, ceci nous donne à peu près 2,5 10 moins 7 joules. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc, la question 36, on mélange dans un bichère deux solutions d'acide chlorhydrique S1 et S2 de pH différents. Donc 100 ml de la solution S1 de pH 3 et 400 ml de solution S2 de pH 4. Dans le mélange de S1 et S2, donc la concentration finale des ions H3O+, c'est-à-dire H3O+, il est libéré par les deux acides dans la solution S1 et dans la solution S2 à des pH différents. Donc, dans le mélange des solutions S1 et S2, on a C1, elle est égale à 10 moins pH1, qui est égal à 10 moins 3. SC2 est égal à 10 moins pH2, qui est égal à 10 moins 4. Donc, la concentration de H3O+ dans le mélange, c'est C1V1 plus C2V2 sur le volume total. C'est-à-dire le nombre de moles dans la solution 1 plus le nombre de moles dans la solution 2 sur le volume. Donc ceci, tout ce calcul fait, nous donne 2,8 10 moins 4 moles par litre. Donc il faut coucher la réponse B, qui est la réponse juste.
ici, il faut connaître que un nanofarad, c'est 10 moins 9 farad. Un microfarad, c'est 10 moins 6 farad. Un millifarad, c'est 10 moins 3 farad. L'exercice 8. Le magnésium est produit industriellement par l'électrolyse du chlorure de magnésium MgCl2 selon l'équation bilan. Les deux couples impliqués dans cette réaction sont le couple Mg2 plus Mg et Cl2 Cl-. Donc on donne le volume molaire dans les conditions normales de température et de pression. Tout ça, ce sont des données. Donc la question 37, quelle masse de magnésium est produite en 1 heure dans un bac à électrolyse parcouru par un courant de 320 ampères? Donc, l'électrolyse de chlorure de magnésium, donc la masse de magnésium produit. Donc, c'est ça ce qu'on cherche. Donc, on a Q est égal au nombre des électrons fois la constante de Faraday, qui est égale au produit de l'intensité de courant qui multiplie T. Donc, ceci, on connaît A, on connaît T, puisqu'il y a 1 heure et I est égal à 320 ampères. Donc, ceci nous donne 1,152 10 à la puissance 6 coulombs. Donc voici l'équation. Donc on a le coefficient stoichiométrique ici. Donc le nombre des électrons sur 2 est égal au nombre des électrons de Mg sur 1. Donc Ne- elle est égale à 2 fois, puisque le nombre de masse, puisque le nombre de moles de Mg, c'est la masse sur la masse molaire. Donc et par suite, donc on aura donc cette expression ici, c'est-à-dire ça, elle est égale à, puisque Ne, on va la remplacer par ce terme-là qui multiplie F. Donc on tire le M. On connaît le F, on connaît le M, masse molaire. Donc on tire la masse M. Donc la masse, elle est égale à 145 grammes. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. La question 38, on traite maintenant 20 kg de chlorure de magnésium. Quel est le volume de dichlore produit, c'est-à-dire le volume de Cl2? Donc la question 38, on traite maintenant 20 kg de chlorure de magnésium. Donc 20 kg, c'est-à-dire 20 qui multiplie 10 à la puissance 3 grammes, c'est-à-dire 20 000 grammes de chlorure de magnésium. Quel est le volume de dichlore? Donc le volume de dichlore cherché. Donc la quantité de matière de MgCl2, Cn est égal à la masse de MgCl2 sur la masse molaire. Donc ici est égal à 20 qui multiplie 1000, c'est-à-dire 20 000 grammes sur la masse molaire qui est 95,3. Et donc ceci est égal à peu près 210 moles. Donc le volume de Cl2, c'est V de Cl2 qui est égal à N qui multiplie le volume molaire. Puisque MgCl2, lorsqu'on
vient ici, donc il donne Mg plus Cl2, c'est-à-dire que le nombre de moles de Cl2 sur 1 est égal au nombre de moles de MgCl2 sur 1, c'est-à-dire le nombre de moles de Cl2, c'est la même que le nombre de moles de MgCl2. Donc ceci nous donne V de Cl2, elle est égale à 5040 litres. Donc on sait que 1 litre, il est égal à 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube est égal à 10 moins 3 mètres cubes. Donc il faut le multiplier ici. Donc on va trouver qu'il est égal à 5,04 mètres cubes. Donc ceci il est plus proche de 5 mètres cubes. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. La question 9. Afin d'effectuer une électroposition de cuivre sur une bague métallique, on réalise une pile constituée par cette bague qui remplace l'une des deux électrodes qui est reliée à la cathode et est plongée dans une solution contenant les ions Cu2+. L'anode et l'autre électrode en cuivre. La bague et l'électrode de cuivre sont reliés à un générateur qui débite un courant constante I égale à 400 ampères, sachant que l'électrolyse fonctionne pendant 1 heure. Donc, quelle est la quantité de matière d'électrons qui a circulé pendant cette durée? C'est-à-dire, on veut Ne moins. Donc, ça, c'est toujours, c'est la même question. Donc, c'est Q, il est égal à Ne fois F qui est égal à I fois T. Donc, on connaît le I, on connaît le T, donc on calcule le Q en coulomb. Donc, d'où le Ne, il est égal à cette expression-là divisé par F. Et F est égal à 96 500. Donc, tout ce calcul fait, nous donne 0,0149 mol d'électrons. Donc, ceci, c'est 14,9 10 moins 3 mol d'électrons, qui est à peu près égal à 15 10 moins 3 mol d'électrons, qui est égal à 1,5 10 moins 2 mol d'électrons. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La dernière question, quelle est la masse de cuivre déposée sur la bague pendant la même durée? Donc, on a Cu de plus 2 électrons. Elle donne Cu. D'où le nombre des électrons sur 2 est égal au nombre de Cu sur 1. Donc, c'est-à-dire que N au moins sur 2 est égal à la masse de Cu sur la masse molaire. C'est-à-dire que N de au moins est égal à 2 fois cette expression ici. Et par suite, ça, on vient de trouver. N au moins, c'est la valeur trouvée ici. Elle est égale à 2 qui multiplie la masse sur la masse molaire. Donc, M, tout simplement, c'est le du calcul. Donc, on va trouver qu'il est à peu près égal à 473 mg, qui est à peu près égal à 470 mg. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste.
Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.